L'université Roi Mohamed VI est un exemple réussi de partenariat avec l'université Hassan Ier de Ceuta au Maroc. L'université Roi Mohamed VI avec l'École nationale supérieure des mines de Rabat, l'Institut des mines de Marrakech, le laboratoire de contrôle des matériaux et du sol du Royaume de Maroc, l'université Roi Mohamed VI développe toutes les filières académiques avec une marque originale sur le droit minier. Le complexe Roi Mohamed VI, c'est une université d'excellence à Conakry dans la commune de Matoto et un institut polytechnique de référence à Kamsar. Et puis l'université Roi Mohamed VI soutient la promotion de la démocratie en Guinée. Amis téléspectateurs, merci d'être avec nous dans cette émission Justice Démocratie. La démocratisation de la Guinée a-t-elle eu des incidences sur la coopération internationale? La question est d'actualité. Le président de la République avait promis le retour de la Guinée sur la scène internationale. Aujourd'hui, quelques années plus tard, quel constat peut-on faire? Acquis et défis de la coopération internationale? Le ministre de la Coopération s'en défend. Koutoubou Moustapha Sano est l'invité de l'émission Justice et Démocratie. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir Eh bien, donc, invité. comme je l'ai dit tantôt, monsieur le ministre, il y a que le président de la République a parlé justement du retour de la Guinée sur la scène internationale. Où était la Guinée? On dirait tout simplement que monsieur le président de la République a promis, dès son investiture, qu'il avait hérité un pays, pas un État. Cela demandait qu'il faut forcément restaurer l'autorité de l'État. Il faut que la présence de la Guinée soit à tout niveau, que nous soyons présents dans les instances internationales, sur le régional ou régional, et que nous puissions contribuer, et que nous puissions aussi contribuer à la prise de décision concernant le continent, concernant le monde entier. Et c'est ainsi que ce slogan est devenu aujourd'hui une réalité. La Guinée en 2010 était absente pratiquement dans la plupart de ses institutions. Nous n'avons plus de voix dans certains de ces forats. On n'était plus invité d'assister dans certains domaines, dans certains endroits. Nos relations bilatérales à certains niveaux avec certaines nations, certains pays ont été pratiquement, par l'antivité à l'arrêt. Et il a fallu des démarches, et ce sont ces démarches que monsieur le Président de la République était reçu partout dans le monde. Il a présenté, il a introduit qu'une nouvelle Guinée s'est déjà ouverte. Une nouvelle Guinée est prête à communiquer, à contribuer au développement de la démocratie. Une nouvelle Guinée qui est là, qui devrait occuper la place qu'il a déjà occupée bien avant. Et cette Guinée est de retour sur la scène internationale, sur la scène régionale, sur la scène Il y a donc, régionale. monsieur le ministre, que la Guinée est membre des Nations Unies, de l'ONU, membre de l'OCI, membre de la francophonie. Cela veut dire justement que du point de vue institutionnel, la Guinée était présente. Alors pourquoi la Guinée était à la fois présente et absente? Sa présence ne veut pas, c'est pas une présence physique qu'il faut envisager, mais c'est une présence réelle, une présence contributive, une présence qui pourrait amener, qui pourrait contribuer. Donc contribuer. il y avait des problèmes de gouvernance démocratique, l'état de droit et tout ce que cela comporte. Ce sont ces paramètres qui avaient fait que la Guinée n'était pas justement l'enfant chéri de la communauté internationale. La voix de la Guinée n'était pas tellement dans ces forats comme elle devrait. Nous avons tout le temps, depuis l'indépendance, d'opter une attitude d'être le leader et de prendre les initiatives, de faire des propositions, de venir avec les points de vue de la Guinée sur certains dossiers, sur certains domaines. Notre présence dans certaines de ces institutions dans les dernières années a été un peu marginalisée. Nous n'avons plus beaucoup de choix de suivre ce que la majorité, ce que ces institutions décidaient. Les décisions ont été prises souvent sans notre contribution. Et raison pour laquelle il était question aujourd'hui
de renforcer, de repenser, de redynamiser notre présence au sein de ces institutions, que ce soit pas seulement une présence physique, mais que ce soit une présence contributive qui peut amener ces institutions à changer certains de leurs comportements. Cela veut dire, Monsieur le ministre, qu'il a fallu faire un travail de fond à l'interne, justement, c'est-à-dire essayer de repenser la gouvernance démocratique, mettre en place les institutions. Est-ce que ce travail aujourd'hui, du point de vue de la coopération, vous percevez justement les acquis de cette refonte interne? Certes, Monsieur le Président de la République, pendant ces 5 années, il a pu convaincre la communauté internationale. En faisant quoi? En restaurant l'état de droit, en installant les institutions démocratiques, en ouvrant ce pays à la communauté internationale, aux investisseurs, en rassurant cette communauté internationale que la Guinée d'hier, ce n'est pas la Guinée d'aujourd'hui. Que la Guinée d'aujourd'hui, c'est une Guinée ouverte, c'est une Guinée démocratique, c'est une Guinée qui est prête à travailler et à collaborer. C'est une Guinée qui ne souhaiterait plus rester en marge des choses, qui ne souhaiterait plus rester à l'attente des autres, mais c'est une Guinée qui est devenue, c'est une Guinée qui est là et qui est prête à travailler, à collaborer et à contribuer. Je vous dirais tout simplement, il y a certaines institutions, il faut que le pays soit en mesure, pour qu'un pays puisse prononcer, puisse s'annoncer sur certaines choses, il faut forcément payer ses cotisations. Monsieur le Président de la République est venu au moment qu'on était endetté. La plupart de ces institutions, on ne s'acquittait plus de nos contributions, donc on n'avait plus droit à la parole dans certaines de ces institutions. Parce que pour pouvoir avoir accès à la parole, il faut forcément un débiteur. Donc, Monsieur le Président de la République, dès les premiers jours, il a réglé, on ne devait plus à aucune de ces institutions internationales, c'est qu'on devrait, depuis des années, il y a des années que nous sommes restés, pendant 10 ans, on n'a pas payé nos cotisations, on n'a pas été à la hauteur de défendre, de mener. La voie guinéenne n'a pas été comme celle qui était dans les années 60 et 70. Donc, il était question de changer cette image de la Guinée. Comment changer? Plus de démocratie, plus de tolérance, plus d'acceptation des différences, et plus de liberté d'expression, plus de liberté des médias, et beaucoup d'autres choses ici que vous avez vu, que toute la communauté internationale est unanime aujourd'hui, que c'est un pays qui est en bonne voie, qui est un pays qui est en train de faire ce que n'ont jamais cru que la Guinée allait faire en 5 ans. Est-ce à dire aujourd'hui les conditionnalités de la communauté internationale, de par l'Union européenne, je prends la francophonie, aujourd'hui que ces conditionnalités n'appartiennent plus qu'au passé? Certes, ça n'appartient plus que le passé, et au contraire, nous sommes en position aujourd'hui de contribuer au développement de ces institutions internationales. Nous avons ce devoir aujourd'hui, comme il était le cas dans le passé, pour que nous puissions montrer que la Guinée toujours a une vision, la Guinée toujours a des propositions, la Guinée toujours a des initiatives au sein de ces forats, ces institutions. Ce qui a mérité que la Guinée aujourd'hui est invitée dans toutes les instances, dans tous ces forats, dans toutes ces rencontres. Et notre participation dans ces rencontres ne c'est pas une participation tout simplement pour être là, une participation de qualité, une participation qui mérite et qui a toujours mérité l'appréciation de ce qui est là. Donc les gens se demandent, effectivement, la Guinée que nous avons souhaitée, c'est elle qui est de retour. Elle est de retour aujourd'hui sur la scène régionale, sur la scène internationale. On n'est plus absent comme on était avant. On n'est plus accusé de retard de ne pas payer ses cotisations. On n'est plus là d'écouter les autres et de ne rien dire. On n'est plus là aussi de suivre les initiatives des uns et des autres, mais nous sommes là à prendre le leadership, d'être tous dans le devant et voir montrer au monde entier que la Guinée qui a contribué à l'indépendance, à l'émancipation de la plupart des pays africains, que cette Guinée est de retour en force, elle est de retour avec la démocratie, avec la tolérance, avec la liberté, avec tout ce qu'il faut et avec aussi la modernité et la modernisation. Bien, on vous a vu justement organiser des forums à l'international où il fallait justement représenter la Guinée. Oui. Est-ce que ces forums ont porté? On portait beaucoup de choses. Il y a eu la conférence, à date la conférence d'Abu Dhabi en 2013. C'était une conférence pour la première fois pour un pays africain et qui fait une telle organisation, avoir ce beau monde qui vient de partout du monde entier pour voir que ce pays qui est en voie d'émergence aujourd'hui, il est de retour sur la scène internationale. Et cette conférence d'Abu Dhabi était une conférence que jamais vue en Afrique. La plupart des pays africains ont essayé, ont tenté,
mais c'est que la diplomatie, les bonnes relations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec le Moyen-Orient, a permis que Abu Dhabi, qui est devenu aujourd'hui une capitale incontestable en Moyen-Orient, et compte de sa position dans les Émirats, et ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce pays a accepté que la Guinée organise sur son sol cette conférence internationale qui a regroupé des investisseurs partout dans le monde, des États-Unis et de l'Europe. Ils sont tous venus pour dire que nous sommes prêts à investir, de venir en Guinée. Donc, je crois que nous avons, Monsieur le Président de la République a gagné ce pari. Le pari de mener la Guinée aux investisseurs, le pari de mener la Guinée à la communauté internationale, le pari de rassurer à la communauté internationale que la Guinée est devenue un État de droit. Justement, partant de ce principe, de ce constat, on vous a vu sur le terrain, Monsieur Koutoubou Moustapha Sano, c'est en France, c'est au Moyen-Orient, c'est un peu partout. Qu'est-ce que cette offensive, fondamentalement, a permis aujourd'hui à la Guinée, Monsieur le ministre? Monsieur le Président de la République nous a assigné des missions, des objectifs. Il faut forcément relever, il faut forcément atteindre ces objectifs. Parmi ces objectifs, la coopération ne doit plus rester à la maison. Ça devait devenir une coopération dynamique, offensive. Une proactivité. Une proactive, une coopération qui ne reste plus à l'attente des partenaires, mais qui doit aller à la recherche des partenaires et qui doit maintenir et renforcer, redynamiser nos relations de bonne coopération, de relations d'amitié avec les partenaires traditionnels, mais il ne faut pas rester à la maison. Et justement, et vous êtes parti, vous avez rencontré qui et vous avez fait quoi, Monsieur le ministre? Nous avons rencontré le monde qui a voulu nous accepter, qui a cru au message de Monsieur le Président de la République, qui a cru que la Guinée a changé. Ce beau monde nous a bien accueillis, nous a accordé l'assistance nécessaire, nous a écoutés et elle était à nos côtés pour nous aider, pour que nous puissions faire développer ce pays. À ce jour, je voulais vous dire, sans me tromper, sur l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de 2011 à 2015 aujourd'hui, ce département a pu mobiliser un montant qui est au-delà de 10 000 milliards. C'est aux environs de 1 le ministère milliard, de la Coopération. Oui, le ministère de la Coopération, en collaboration, en complémentarité avec d'autres départements ministériels. Mais le ministère était le devant, était obligé, selon sa mission, pour qu'il puisse mobiliser, pour qu'il puisse convaincre nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin qu'ils puissent. Vous parlez de combien de milliards? Je parle de 10 000 milliards. 10 000 milliards. Voilà, ça c'est pas moins de cela. Au-delà de ça, parce qu'il faut compter, d'ici la fin de l'année, nous allons passer. Chaque année, nous avons un montant, une projection de la mobilisation, sur le plan de la mobilisation des ressources financières, devant appuyer les secteurs, les départements sectoriels, devant contribuer au financement des projets, devant contribuer au développement, à la transformation de ce pays en un pays émergent à l'horizon de 2020. C'est là le souhait de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il nous faut ces moyens. Nous le savons qu'aujourd'hui, compte tenu de la crise de la dette, compte tenu de beaucoup de problèmes dans le monde entier, il nous faut forcément aller à la recherche de partenaires. Pourtant, Monsieur le ministre, jusqu'à maintenant, la Guinée fait partie des pays où la capacité d'absorption est encore faible. Je suis sûr et je suis d'accord avec vous. Comment vous l'expliquez? Comme Monsieur le Président l'aurait dit, si c'était un pays c'était un État qu'il avait hérité, on n'allait pas avoir un tel problème qui restait avec nous depuis l'indépendance. Cette capacité d'absorption devrait avoir aujourd'hui une solution rapide pour nous permettre à convaincre plus de partenaires pour qu'ils puissent venir nous appuyer et financer nos projets. La capacité d'absorption dans nos départements, nous n'arrivons pas à mettre en œuvre, à exécuter tout ce que nous recevons de nos partenaires. Et pourquoi cela? Il y a de faiblesse, il faut reconnaître à certains niveaux, au niveau des ressources humaines, au niveau des ressources financières, qu'il faut forcément trouver une solution. Et c'est ce que M. le Président de la République avait commencé en mettant en place d'abord un centre qui doit se charger désormais à la préparation des projets bancables, des projets devant convaincre nos partenaires pour qu'ils puissent s'atteler, pour qu'ils puissent accepter le financement. Parce que ces partenaires bilatéraux, multilatéraux, la première question qu'ils posent à tout moment, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des études de faisabilité pour ces projets? Une fois qu'il y a une étude de faisabilité, un projet a une étude de faisabilité, et que cette étude de faisabilité est à la disposition de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, le financement est garanti. Donc, c'est le lieu de continuer, de mener, d'intensifier les efforts devant mettre fin
à cette situation qui n'est pas... Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous avez mis en place une politique, disons, de renforcement des capacités? Parce que qui parle justement de capacité d'absorption parle des hommes. Or, de ce point de vue, il y a quand même une certaine problématique. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure sur même l'utilisation, n'est-ce pas, de notre potentiel humain à l'international. Oui. Mais d'ici là, pour rester dans le cadre de la capacité d'absorption, est-ce que, Monsieur le ministre, il y a aujourd'hui un léger mieux par rapport au renforcement des capacités, n'est-ce pas, de notre personnel, de notre potentiel humain, qui est, à mon avis, très faible? Bien sûr, le fait qu'on a mis déjà, Monsieur le Président de la République, à travers d'un décret, qu'il a mis en place une structure qui doit désormais s'intéresser, qui doit désormais gérer cette problématique, c'est une avancée. Il faut reconnaître la maladie avant de chercher les médicaments. Donc, pour que nous puissions aller et pour que nous puissions trouver une solution à ce problème, et il était question de créer cette structure, et cette structure est en train d'évoluer. Mais ce qui est demandé aujourd'hui, pour que nous puissions avoir le financement nécessaire pour que cette structure puisse aller très vite, le temps il est court, le temps est pressant. Et il nous demande aujourd'hui plus d'efforts pour que nous puissions... Et beaucoup plus d'argent aussi, parce que le plus souvent, quand les bailleurs vous proposent de l'argent, ils vous demandent des fonds de contrepartie, de payer par exemple un montant tel, et dans la plupart des cas, nos États ont péché par là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez repensé cette préoccupation également dans la gouvernance coopérationnelle? Et certes, Monsieur le Président de la République, il a été un élément fondamental quand il parle le développement humain, quand il parle de la formation, quand il parle de la réforme de l'administration, quand il parle de toutes ces structures qui ont été déjà aujourd'hui en place, pour que nous puissions répondre à cette problématique, pour que nous puissions finir avec ce problème que nous sommes confrontés depuis l'indépendance. Je crois que le temps, il est opportun, parce qu'on est en train de bénéficier la confiance de la communauté internationale. Et cette communauté internationale est engagée plus que jamais à nous soutenir, à nous accompagner dans nos projets de société. Le projet de société de Monsieur le Président de la République mérite toute attention. Et ce projet a été accepté par cette communauté internationale. Et ce qui fait aujourd'hui que le financement de ces projets demande aujourd'hui qu'on mette en place et qu'on aille vite pour que ces structures qui sont déjà en place puissent fonctionner correctement et puissent être opérationnelles dans les meilleurs délais pour que demain après-demain, qu'un bailleur de fonds, qu'un partenaire demande un projet, qu'on demande un projet, le financement d'un projet, qu'on puisse les présenter les études de faisabilité. À vous entendre parler, on a l'impression que dans votre approche, la personnalité du président de la République a beaucoup pesé sur ce retour ou alors sur les résultats dont vous voulez parler. C'est sûr et certain. Et c'est les deux à la fois. Le comportement qu'il a montré à cette communauté internationale, être d'abord le premier président démocratiquement élu, peut être aussi l'opposant historique, et être aussi quelqu'un qui est très connu sur la scène internationale, qui a des amis, qui a des relations, un cahier d'adresse et qui est déjà incontestable. Cela a contribué en même temps aussi le comportement, les réalisations, les acquis sur le terrain. Personne ne peut nier aujourd'hui que le pays est plus démocratique que jamais, qu'il n'a jamais été démocratique comme maintenant, que ce pays n'a jamais été à la portée, ça n'a jamais été respectueux des principes démocratiques. Bon. Les instances, les structures démocratiques qui sont là, toutes les structures démocratiques qui sont demandées pour un pays, nous trouvons ces structures aujourd'hui. Un des côtés faibles, Monsieur le ministre, justement de l'offensive, je dirais même diplomatique de la Guinée, c'est que nos ressources humaines, nos capacités, nos intellectuels ne sont pas représentés dans les institutions internationales. Voilà. Il y a des pays où il y a même des secrétariats d'État, n'est-ce pas, pour la promotion des cadres. J'ai comme l'impression que la Guinée n'en fait pas une préoccupation. Et je ne sais pas quelle est votre lecture. C'était l'une des préoccupations essentielles, principales de Monsieur le Président de la République. Je voulais vous rassurer que depuis 2001, la Guinée n'occupait aucun poste statutaire au sein de la CEDEAO. La CEDEAO, que la Guinée a contribué à la création de cette instance. À un moment qu'on a assumé les fonctions de secrétaire exécutif. Mais depuis 2001, on était absent. Il a fallu l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous avons à ce jour plus de 13 Guinéens qui travaillent au sein de cette institution sous-régionale. Pas seulement qui travaillent comme des techniciens, mais nous avons un commissaire qui est chargé de l'énergie et des mines. Jamais la Guinée est le premier pays
d'assumer, d'assurer, d'avoir ce poste de commissaire. Cela n'a jamais été le cas. À la personne de qui? À la personne de Dr Bangoura, un cadre compétent, très connu ici en Guinée. Ce cadre a prouvé à suffisance qu'aujourd'hui, que la Guinée d'hier, ce n'est pas la Guinée d'aujourd'hui. Et il est en train de travailler pour montrer que la Guinée, quand on envoie un cadre pour représenter ce pays, il fait l'honneur de ce pays. Oui, mais est-ce qu'il y a une structure... Au sein de cela, il y a le maître Boiro, qui est à la Cour de justice de la CEDEAO aussi, qui n'était pas évident, qui n'était pas possible qu'on devait avoir tous ces postes-là. Donc, essayer d'insérer, de promouvoir les Guinéens, les cadres guinéens au sein de ces institutions, cela était aussi une ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais on n'a pas retrouvé, par rapport justement à cette préoccupation, on n'a pas vu quand même une structure formelle pour booster ses compétences, alors que la Guinée en dispose. Non, je crois que le ministère en charge des Affaires étrangères, le ministère de la Coopération, certes avec l'impulsion et l'orientation de la présidence, on est en train d'œuvrer dans ce sens-là pour que nous puissions, partout où il y a un poste, partout où il est possible de promouvoir un Guinéen, nous faisons le maximum pour que ce Guinéen puisse avoir ce poste, parce que nous le savons, un Guinéen à l'étranger fait l'honneur à la Guinée une fois qu'il est désigné dans ces postes-là. Il faut voir aujourd'hui à la CEDEAO quel honneur que nous avons. La Guinée est toujours sollicitée, sa présence est toujours demandée. Partout où il y a un comité ad hoc, partout où il y a une demande de faire la reconstruction de certaines choses, la réforme de la CEDEAO, on demande tout le temps la présence de la Guinée au sein de ces institutions. Bien, Monsieur le ministre, aujourd'hui, il y a que la géopolitique internationale est très compliquée. Vous prenez d'un côté, vous avez l'OCI, vous avez la francophonie, il y a des idéologies différentes avec des perceptions différentes par rapport à certaines questions de préoccupation internationale. Comment est-ce que vous parvenez justement à vous frayer des chemins justement par rapport à ces réalités que nous enregistrons sur le plan international? Je prends par exemple l'OCI avec l'islam justement comme primauté. Nous avons l'islamophobie qui de plus en plus se développe un peu partout en Occident. Alors, mais comment est-ce que vous gérez ces travers? La Guinée, d'abord, c'est un pays laïque. La Guinée est un pays fondateur et membre fondateur de l'OCI. Les 25 pays membres fondateurs de l'OCI, la Guinée fait partie de ce pays. En 1967, suite à l'incendie criminel de la mosquée Al-Aqsa, la Guinée a adhéré, la Guinée a contribué à la création de l'OCI. Donc nous sommes membres fondateurs. C'est ainsi aussi pour la francophonie. Et ce que la Guinée fait au sein de ces institutions, c'est des institutions intergouvernementales. L'OCI, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'organisation la plus grande après les Nations Unies. Elle est intergouvernementale et intercontinentale. De promotion des valeurs de l'islam. Il y a plus de 57 États qui sont membres de cette organisation. La Guinée contribue au développement des visions, développement de points de vue, des positions, la prise des décisions au sein de ces institutions. Et il n'y a pas loin, il y a 2 ans de cela, que la Guinée a organisé, a abrité. Depuis 1995, nous avons abrité la conférence des ministres des Affaires étrangères ici en Guinée. Oui. C'était en 2013. Et nous avons fait le miracle, Monsieur le Président de la République. Personne n'a cru que le palais Mohamed V allait pouvoir abriter cette conférence. Oui. Donc la Guinée est appelée au sein de l'OCI aujourd'hui, c'est un pays de miracle. Parce que le secrétaire général sortant qui est venu 3 jours à l'avance, il est parti voir dans quel état se trouvait ce palais. Il disait aux gens que peut-être ils seront dans l'obligation de reporter la conférence. Cela n'a pas été le cas. Il vient 48 heures plus tard. Il n'a pas cru que c'est le même palais qu'il avait vu il y a de cela 48 heures de cela. Donc, pour vous dire ici que le retour de la Guinée est réel sur la scène internationale. Et nous sommes là au sein de l'OCI pour promouvoir la véritable image de l'islam, la véritable image de sauvegarder la sécurité et la stabilité, de lutter contre toute forme de violence, toute forme de l'intégrisme ou le terrorisme, et de promouvoir aussi les liens et consolider les liens entre les États membres. Nous avons aujourd'hui des bonnes relations avec le Moyen-Orient. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus privilégié, parmi les plus privilégiés en Moyen-Orient. Vous n'irez jamais à Moyen-Orient aujourd'hui où vous ne trouverez pas que la Guinée est tout le temps sollicitée. Parce que c'est votre terrain de prédilection aussi. Oui, non, c'était forcément que nous avons bénéficié les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cela a été clair. Il a été invité, il a été reçu par le roi.
vous n'êtes pas sans savoir que depuis la Première République, nous n'avons pas bénéficié, aucun de nos leaders, nos dirigeants a été reçu par un souverain saoudien. Ça, je le dis, et je suis sûr et certain que M. le Président de la République a eu ce privilège d'être reçu 2 fois ou 3 fois même, à la même année, par le souverain saoudien. Et c'est ainsi aussi le cas dans les Émirats, et peut-être sûrement dans les autres pays aussi, qui dans les jours à venir, M. le Président aura. Donc, notre présence est là, au sein de ces institutions, comme je vous ai dit. Ce n'est pas juste une présence physique seulement, mais c'est une présence contributive, une présence de qualité. Nous ne souhaiterons plus de rester en marche des choses, nous ne souhaiterons plus rester à dire aussi ce que ces institutions ont décidé. Il faut que nous soyons contributifs, il faut que nous soyons présents, que nous soyons proactifs et que nous puissions aussi avancer les propositions, les idées guinéennes. Bien, Monsieur le ministre, il y a donc par rapport à cette proactivité dont vous venez de faire état, que vous avez engrangé des résultats, mais il se trouve que la gouvernance, justement, elle est systémique, c'est dans la République, vous avez votre rôle, votre mission s'arrête à un moment donné, vous partez, vous cherchez les fonds, vous mettez à disposition des départements concernés. Est-ce que vous avez un droit de regard sur le contrôle, l'utilisation qu'on en fait? Est-ce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau, Monsieur le ministre? Non, je vous dirais tout simplement que le département de la coopération, c'est un département transversal. C'est un département qui a 2 devoirs. D'abord, il a le devoir de recevoir le département sectoriel, les besoins de ces départements et transmettre ce besoin aux partenaires. Le devoir de transmettre, le devoir de demander, de convaincre les partenaires afin qu'ils puissent accepter de financer ces projets qui ne sont pas financés par le BND. Donc, une fois que nous sommes là, une fois qu'un projet est accepté, et le bailleur, le partenaire a accepté de financer ce projet, nous mettons à la disposition des départements concernés le financement. Et le financement est géré par le département. Nous n'intervenons pas dans ce niveau. Une fois que le rapport, après l'utilisation, l'exécution de projet, nous recevons le rapport que nous transmettons immédiatement aux partenaires et nous essayons de faire de sorte que les attentes de nos partenaires soient respectées, les attentes aussi de nos départements sectoriels aussi soient satisfaites et de faire de sorte que les projets qui n'ont pas pu être financés par le BND puissent avoir de financement à l'étranger. C'est pour cela que nous sommes on essaie... Oui, mais justement, pour marquer un point d'arrêt sur la question, il y a que la Guinée est réputée aussi être un pays corrompu. Est-ce que de ce point de vue, vous ne rencontrez pas des travers, des difficultés dans l'application justement des principes, ou alors soit par des retards, ou alors à ce niveau, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe? Je suis étonné de dire qu'il y a un pays corrompu. La Guinée n'est pas un pays corrompu. Il fait partie justement des pays. Non, il y a la corruption en Guinée comme il y a la corruption partout dans le monde. Naturellement. Non, mais il n'est pas corruppu. D'accord, allez-y. Alors, je veux dire tout simplement que c'est un pays qui est où il là, y a la corruption. Voilà. Mais ce pays, il faut le reconnaître aussi, qu'il y a eu souvent, s'il y a eu de retard dans l'exécution d'un projet, nous avons le devoir de faire rappel à ce département afin qu'il puisse s'acquitter. Sur le ministère langue de bois, est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés à ce niveau? Non, souvent il y a des difficultés, il ne faut pas nier. Oui. Il y a des difficultés, pas par rapport à l'exécution, mais par rapport au délai d'exécution. Vous le savez qu'un partenaire vous donne un financement, il y a un délai d'exécution. Il ne faut pas aller au-delà de ce délai d'exécution. Et souvent, les départements sont confrontés à ce problème de délai d'exécution. Et ce que nous faisons, nous passons à la revue semestrielle de tous ces projets. Nous sommes en contact avec le système des Nations Unies. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, que plus que jamais, nous avons des bonnes relations avec le système des Nations Unies. Nous avons bénéficié de financements dans ces 5 années, plus de 600 ou 700 millions de dollars de cette institution qui n'a jamais été le cas depuis l'indépendance. La Guinée n'a jamais été assistée, n'a jamais été appuyée par ces institutions, par les agences de système des Nations Unies comme maintenant. Donc, même cette année, l'année que je vous parle, nous avons eu aux environs de 200 millions de dollars. Vous pouvez imaginer pour le système des Nations Unies. Donc, ce qui arrive souvent, que le délai d'exécution souffre souvent dans certains départements, mais nous essayons de mettre fin à ces démarches parce que peut-être il y a eu la bureaucratie et les procédures souvent qui sont un peu difficiles et qui ne sont pas du tout avantageuses par rapport à certains de ces projets. Mais avec les partenaires, c'est pour ça que notre département, nous avons essayé, il faut que nous soyons un département certifié.
Et nous avons bénéficié de la confiance de COFRAC, le comité français d'accréditation. Je sais que vous avez été certifié ISO. Voilà, on a été certifié pas pour rien, pour que ce partenaire au développement puisse être sûr et certain qu'ils ont affaire avec un département responsable. Un département qui répond aux normes internationales, qui respecte les règles, qui respecte les procédures et qui est engagé de respecter les engagements du gouvernement en matière de la coopération. Bien, Monsieur le ministre, on vous a vu très actif par rapport aux réformes de la justice, par rapport aux réformes du secteur de la sécurité, par rapport à la lutte contre Ebola, mais on vous a très peu vu par rapport justement à la promotion des médias. Bon, c'est vous qui le dites. Hein. Naturellement. Parce que c'est un département transversal. Ce que nous disons, là où nous sommes, nous avons mobilisé sous les institutions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le fonds nécessaire pour la réhabilitation de Koloma. Je crois que la RTG de Koloma ne doit plus souffrir ce qu'il souffre aujourd'hui, et je crois qu'il va passer au numérique, et que c'est juste quelque chose d'ici le mois de mars, et toute la physionomie de cette radio va changer. C'est la mobilisation, le fonds que nous avons mobilisé auprès de nos partenaires chinois et qui a permis la réhabilitation de cette chaîne nationale. Et à côté de cela, comme je vous ai dit, quant à la justice, quant à la sécurité, quant à d'autres domaines, notre devoir, nous recevons les requêtes des départements. C'est de transmettre ces requêtes, c'est de soutenir ces requêtes, c'est de convaincre nos partenaires afin qu'ils puissent financer ces requêtes. C'est ce que nous faisons. L'exécution relève du département sectoriel. Et c'est ce que les départements sectoriels font, et ils mettent à notre disposition les rapports conséquents, et c'est ces rapports qui sont transmis aux partenaires au développement. Une fois qu'ils sont satisfaits de ce rapport, nous pouvons solliciter, nous pouvons demander d'autres. Donc quand vous parlez de médias, nous faisons, je n'ai pas voulu vous dire cela, même la Hague, qu'on entre la haute autorité de la communication. Nous sommes à la recherche d'un financement pour la construction de son siège. Et l'espoir est permis que dans les jours à venir, nous allons essayer de boucler le financement de cette instance importante pour la promotion de la démocratie, pour la promotion de la liberté d'expression et pour la promotion de l'image du pays. Parce que qui dit média dit la vitrine de ce pays. Et aujourd'hui, nous avons intérêt de promouvoir tout ce que nous pouvons faire pour que ces médias soient des médias responsables. Bien, Monsieur le ministre, la coopération internationale, mais aussi les affaires étrangères, est-ce que, c'est-à-dire la collaboration, elle est formidable. Et comment est-ce que elle est formidable, elle est complémentaire. Elle est, il faut le dire, nous sommes en synergie d'action. Nous travaillons, comme je vous ai dit, un département transversal. Les domaines sont bien définis par les décrets. Les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sont là. Et il faut accepter que nous vivons en synergie d'action, en complémentarité. Nous faisons, et nos liens sont les mêmes entre le ministère de l'enseignement préuniversitaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique. Et voilà la complémentarité. Monsieur le Président de la République souhaiterait, comme il a été toujours ça depuis le départ, que le gouvernement travaille en synergie d'action. Il n'y a pas de compétition ni de concurrence. Bien, aujourd'hui, il y a une question de préoccupation et d'actualité, Monsieur le ministre, c'est la lutte contre Ebola. On vous a vu sur le terrain avec vraiment une proactivité nette parce que vous avez pu mobiliser, disons, les partenaires. Et sur le terrain, parfois, on a vu même le président de la République s'interroger sur la destination des fonds. Et je pense, est-ce qu'il n'y a pas eu de couac à ce niveau, Monsieur le ministre? Non, c'est ça, le président l'aurait dit. Et cela est clair. Et cette fois-ci, la crise, on a bénéficié le soutien de la communauté internationale. Mais la communauté internationale a préféré de passer par les institutions onusiennes, les institutions qui sont sur place, pour la gestion de ces fonds. La plupart de ces 90% ou 95% de ces fonds sont gérés par ces institutions. Par l'UNICEF, par l'OMS, par MSF, par CDC, par toutes ces institutions. Nous sommes bénéficiaires. Monsieur le Président l'aurait dit que ce qui l'importe, ce qui s'intéresse, ce qui est important pour lui, que la population puisse avoir accès à ce fonds,
puissent avoir accès à ces soins et pour que nous puissions finir vite avec l'épidémie. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec cette démarche, M. le Président, qui a mérité la confiance de la Maison-Blanche, la confiance de la communauté internationale, il a été reçu deux fois à la même année à la Maison-Blanche pour qu'il puisse avoir, si on n'avait pas la confiance et s'il n'avait pas été transparent dans la gestion de cela, ça n'allait pas être le cas. Et nous avons vu tout récemment à New York, vous avez vu que la Guinée, avec les autres pays de Mano, du fleuve Mano, nous avons bénéficié d'une enveloppe de plus de 3 milliards et quelques de dollars. C'est là parce que M. le Président de la République, il est le président en exercice de l'Union de fleuve Mano. Oui, je vais m'attarder sur la question de la gestion de la crise Ebola. Parce qu'à ce niveau, vous avez dit que les fonds ont été gérés par les institutions partenaires. Oui. Et nous savons que ces institutions ont parfois des procédures très lentes et auxquelles, justement, elles sont particulièrement attachées. Alors que nous faisions face à une situation d'urgence rapide, est-ce que ceci n'explique pas cela? Ceci n'a pas expliqué cela. Ça, je vais vous dire. Parce que j'ai suivi récemment une réaction, par exemple, concernant l'OMS, qui a été qualifiée un peu de lenteur dans la réaction. Oui, ça c'est interne. Ça, c'est interne, c'est des choses qui relèvent de l'OMS. Mais il faut saluer... Mais la Guinée est concernée au premier chef. Mais je vous dirais qu'il faut saluer aujourd'hui avec l'esprit de responsabilité et de fraternité qui a animé les représentants de ces institutions ici en Guinée. Je vais nommer ici le représentant de l'UNICEF, qui était à nos côtés, à nos écoutes, nous a appuyés. C'est ainsi aussi la coordinatrice de résidence du système des Nations Unies. Le PNUD, l'OMS, MSF, nous avons connu, nous avons suivi, nous avons vécu de moments d'accompagnement extraordinaire, de partage des informations, la promptité, il faut le dire, la rapidité. La promptitude. La rapidité par rapport de répondre à la réponse de nos besoins. Cela a été quelque chose qu'il faut vraiment saluer aujourd'hui. Il y a un esprit de partage, un esprit de communication, un esprit d'alignement selon les accords de Paris. Les accords de Paris demandent aux partenaires de s'aligner selon les besoins des pays. Cela a été le cas que nous avons vécu. Nous n'avons pas connu, à part de cette petite difficulté de gauche, c'est tout à fait normal, mais il faut remercier, il faut saluer. Je crois que ni TT ces institutions, le coordinateur, M. Dr Sakoba, Dr Ebola, n'allait pas aujourd'hui pouvoir dire ce qu'il est en train de dire. Et l'acquis que nous avons, les bons résultats que nous avons obtenus, parce que nous avons vu l'engagement, pas seulement institutionnel ou structurel de ces gens-là, mais l'engagement personnel de ces gens-là, le sentiment qu'ils n'étaient pas obligés de même de rester avec nous. Hein, je vais nommer ces représentants qui ont préféré de dire, s'il faut mourir, nous allons mourir avec vous, mais nous n'allons jamais accepter de quitter la Guinée à ce moment difficile. Donc, oui, mais par rapport à la question, Monsieur le ministre, nous savons quand même que beaucoup de pays, quand l'épidémie a été déclarée, beaucoup d'ambassades avaient justement entamé la démarche de faire le vidisme par rapport à la Guinée, et d'autres ont posé des conditionnalités. Nous avons été refusés à la Mecque, des pays nous ont refusé des visas, comme aujourd'hui le Canada. Est-ce que vous prenez en compte toutes ces préoccupations aujourd'hui? Oui, il faut accepter la souveraineté des États. La Guinée, dans une telle situation, a le droit de prendre la décision nécessaire. Et c'est qu'il souhaiterait. Nous ne ferons pas de commentaires ni de condamnation par rapport à cela. Nous avons tous exprimé le souhait de solidarité, d'accompagnement, d'acceptation, le souhait de croire que ce qu'on est en train de traverser, que Ebola n'est pas seulement une menace pour la Guinée, ni pour la sous-région, mais c'est une menace globale, c'est une menace pour la santé publique internationale. Bien, mais est-ce que vous vous battez aujourd'hui quand même pour renouer ces coopérations quelque peu Bien sûr, nous avons, grâce, il faut le dire, aux instructions de M. le Président de la République, le comité interministériel, composé de le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Santé, le ministre de la Communication, le ministre de l'Action sociale, le ministre de la Défense, et tout ce monde s'est engagé de convaincre
de rassurer les missions diplomatiques ici. Nous avons tenu plus de 7 réunions avec ces missions diplomatiques pour le rassurer. Et ces meetings ont permis à ces missions de changer certaines positions, de changer, de remonter des informations nécessaires qui ont mis fin à certains comportements qu'on allait avoir si n'était été ces interventions de ce comité interministériel. Bien, monsieur le ministre, je reviendrai tout à l'heure vers vous par rapport aux acquis de la coopération. Mais d'ici là, quels sont les côtés faibles de la coopération internationale au regard de tout ce que vous venez de dire et par rapport justement à l'objectif du président de la République, le retour de la Guinée sur la scène internationale? C'était l'apparition de cette épidémie a beaucoup joué sur la coopération internationale. L'ambition que M. le Président de la République avait, les projets, les grands projets que M. le Président de la République avait initiés, l'apparition de cette épidémie est venue à mis pratiquement en arrêt. Mais que cela nous tient, nous ne sommes pas restés à la maison. Nous avons essayé, nous ne sommes pas restés à côté. Nous ne sommes même pas acceptés de croire que cette épidémie devait n'est pas une fatalité, n'épargner, devait nous interdire d'aller à la recherche vers ce partenaire de taille. Donc cette épidémie a fait de sorte que la coopération a souffert. C'est ainsi aussi nos relations avec certains pays. Vous l'avez aussi tout simplement dit. Pour aller à la Mecque pour la communauté musulmane, cela aussi était quelque chose que nous avons vu malgré nous. Monsieur le Président de la République a envoyé des missions, a mené des démarches, a mené des communications, a travaillé avec des autorités. Mais il était question de protéger la santé publique internationale. Il était question de ne pas mettre en danger et plus de 2 ou 3 D'accord, je suis d'accord. Vous parlez de Ebola. Est-ce que c'est Ebola seulement qui se trouve être le côté faible ou bien il y a d'autres? D'autres faibles, nous sommes des êtres humains. Oui. Et c'est pas, nous ne disons jamais que c'est un département parfait. Oui. Et nous ne dirons jamais, mais nous sommes à la recherche de la perfection. Nous sommes à la recherche de la qualification nécessaire pour ce département. Et si on vous demandait maintenant quels sont les côtés forts justement de cette offensive de la coopération internationale? Je dirais tout simplement que cette coopération mérite d'avoir des fonds nécessaires, des moyens nécessaires. À notre grand ami, grand frère, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, il était tout le temps de question de dire qu'il faut renforcer le budget de ce département. Je peux dire, si vous voulez savoir quel était le point faible, le budget de ce département, une fois qu'il est renforcé, ça va permettre à mener plus que ce que nous avons mené aujourd'hui. Et pourquoi vous n'avez pas mobilisé des fonds aussi pour la coopération? Pour mobiliser le fonds... Avec 10 000 milliards. Oui, pour mobiliser le fonds, il faut avoir de fonds. Que l'argent appelle l'argent, comme ils l'ont dit. Mais donc, vous le faites pour les autres départements? Nous le faisons pour les autres départements. Et c'est ce que nous demandons, que nous ayons ces moyens plus. Ce que nous recevons, nous le savons. La situation macroéconomique de notre pays, la situation économique de notre pays, nous le savons. Mais il faut forcément souvent fermer les yeux pour que nous puissions aller de devant, pour que nous puissions mobiliser plus. Si nous avons pu mobiliser plus de 10 000 milliards avec le budget que nous avons, imaginez si on avait le double de ce budget, on allait doubler les efforts. Mais il faut reconnaître aussi que l'apparition de l'épidémie a joué sur tout ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce département, il faut renforcer. C'est la vitrine. Parce que c'est la complémentarité. J'espère que M. Diaré vous a entendu. Oui. Mais d'ici là, M. le ministre, il y a qu'on s'achemine vers l'élection présidentielle du 11 octobre. Dans cette perspective et par rapport à l'offensive diplomatique dans le sens de la coopération internationale, est-ce que vous avez un mot pour nos téléspectateurs, pour le peuple de Guinée, pour les politiques, pour la société civile, dans le sens de la construction de l'État de droit dans le respect des valeurs, mais aussi la consolidation de la paix et de l'unité nationale? Et le mot que je dois dire ici, c'est le mot de tous les Guinéens. Nous souhaiterons que la Guinée continue à vivre un pays paisible, dans la sécurité, dans la stabilité. Nous souhaiterons voir cette Guinée émergente, cette Guinée qui est composée de toutes ces ethnies, cette Guinée qui est composée de toutes ces régions, cette Guinée qui accepte et où il y a la tolérance. Cette Guinée qui essaie de résoudre tous ses problèmes à l'intérieur, à ne jamais transporter nos problèmes à l'extérieur du pays. C'est la même famille. Quand il y a un problème au sein d'une famille, la famille a le devoir de trouver une solution.
a le devoir de faire des compromis pour qu'il puisse éviter que cette image soit transportée à l'extérieur. Donc chacun d'entre nous est interpellé de croire et de prendre la responsabilité que la Guinée est un don commun. La Guinée appartient à nous tous. Nous avons le même pied d'égalité à ce qui concerne la gestion de ce pays. Si la gestion est confiée aujourd'hui à un individu qui a été choisi par ce peuple, acceptons d'aller avec cet individu pour que nous puissions finir avec le projet qu'il a mené. Et acceptons de sorte que nous trouvons des solutions pour nos problèmes. La Guinée, l'intérêt national doit tout le temps être l'intérêt supérieur de tout un, l'intérêt qui doit être avancé, qui doit être respecté, qui doit être au-dessus de tout ce que nous avons, toutes d'autres considérations. Les Guinéens n'ont pas d'autre choix. Ils sont obligés de vivre ensemble, ils sont obligés de travailler ensemble, ils sont obligés de s'accepter, de se tolérer, ils sont obligés de communiquer ensemble. À la sortie de la Guinée, c'est ni la mouvance, ni l'opposition, c'est la Guinée qu'on voit. Nous souhaiterons que cette image de la Guinée soit protégée. Bien, donc amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice Démocratie qui a porté sur une interrogation. La démocratisation de la Guinée a-t-elle eu des incidences sur la coopération internationale? Le président de la République avait fait le pari justement du retour de la Guinée sur la scène internationale. Aujourd'hui, réalité ou perspective, le ministre de la Coopération était dans cette émission Justice Démocratie. Koutoubou Moustapha Sagno justement nous a fait cet honneur. Je vous remercie d'avoir pratiqué l'émission Justice et Démocratie. L'émission a été signée Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée. Merci à vous également, monsieur le ministre. L'université Roi Mohamed VI est un exemple réussi de partenariat avec l'université Hassan Ier de Ceuta au Maroc. L'université Roi Mohamed VI avec l'École nationale supérieure des mines de Rabat, l'Institut des mines de Marrakech, le laboratoire de contrôle des matériaux et du sol du Royaume de Maroc, l'université Roi Mohamed VI développe toutes les filières académiques avec une marque originale sur le droit minier. Le complexe Roi Mohamed VI, c'est une université d'excellence à Conakry dans la commune de Matoto et un institut polytechnique de référence à Kamsar. Et puis l'université Roi Mohamed VI soutient la promotion de la démocratie en Guinée.